Bienvenue de l'autre côté du tableau, le podcast qui donne la parole aux maîtres, maîtresses, profs. Bref, à tous ceux qui font l'éducation aujourd'hui. Parce qu'on se souvient encore de la maîtresse grâce à qui on a réussi les divisions, ou bien ce prof qui nous a fait adorer la physique ou le français, alors que franchement c'était vraiment pas gagné. Ici on inverse les rôles et on découvre les coulisses et les souvenirs que eux ont gardés. Je suis Valentine et j'ai toujours baigné dans le monde des profs. Alors en hommage à eux, et surtout pour dévoiler les coulisses d'un métier qui représente bien plus de challenges que l'on peut imaginer, passons de l'autre côté du tableau. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bénédicte, une enseignante qui nous plonge dans les réalités de l'éducation rurale. Imaginez quitter l'effervescence d'une grande ville, avec ses rues animées et son rythme trépidant, pour embrasser la sérénité d'un petit village en Gironde près de Bordeaux. C'est exactement ce qu'a fait Bénédicte, qui, pour rapprochement de conjoints, a commencé à enseigner dans une petite école de campagne. Ce changement de vie a transformé son quotidien et ouvert la porte à une nouvelle aventure d'enseignement. Dans cet épisode, nous allons explorer son expérience dès les années 90, où elle a dû s'adapter à un cadre scolaire où les effectifs sont réduits et donc les niveaux d'apprentissage multiples. Concrètement, on parle de classes à niveau double, voire triple. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec 3 niveaux pour une seule et même classe. Comment gérer les problématiques dans cette petite école où la direction repose souvent sur ses épaules ? Sur qui s'appuie-t-elle quand elle se retrouve face à des conflits ? Qu'est-ce qui rend l'enseignement en milieu rural si particulier ? Et quels souvenirs mémorables a-t-elle gardé de son aventure pédagogique ? Tout autant de questions auxquelles on va répondre avec Bénédicte aujourd'hui. Bonjour Bénédicte. Bonjour Valentine. Merci beaucoup de venir témoigner à ce micro. Est-ce que dans un premier temps, tu peux un petit peu te présenter, nous dire un petit peu d'où tu viens Tout à fait. Alors j'ai donc 57 ans. Je suis originaire d'Eure-et-Loir. J'ai fait des études en faculté de droit à Paris. Et ensuite, j'ai bifurqué vers l'enseignement. Et j'enseigne depuis 33 ans exactement maintenant. Dans un tout petit village de Gironde qui compte 1000 habitants, où il y a à l'heure actuelle 3 classes seulement, donc des classes à niveau multiple. Bon, merci pour ces présentations très détaillées. Et du coup, comment toi, c'était venu l'envie en fait de faire ce métier ? Est-ce que tu te prédestinais à être maîtresse ou pas du tout Pas du tout. Il n'y a pas eu de déclencheur particulier, un goût particulier pour l'enseignement ou la transmission du savoir. C'est simplement que je suis issue d'une famille d'enseignants. De fil en aiguille, au bout d'un moment, on a bien insisté sur le fait que l'enseignement, c'était bien. Et j'imagine surtout à l'époque, parce que du coup, tu dis ta famille était enseignante, tes parents, ils faisaient un petit peu quoi comme typologie ? Alors, mon père était principal de collège et ma mère professeure d'anglais. Mais ils ont commencé tous les deux comme instituteurs. Oui, donc effectivement, ça te prédestinait un petit peu à l'enseignement, même si pas forcément d'appétence particulière au début, ou t'avais quand même un goût. Ça ne me déplaisait pas d'envisager l'enseignement, et puis j'étais déjà en contact avec de jeunes collégiens puisque j'ai fait des heures de surveillance dans un collège, mais déjà le rapport aux enfants qui étaient installés. Voilà, c'est le contexte familial, on va dire. C'est un peu comme Obélix qui est tombé dans la marmite. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tes débuts, toi, comment ça s'est passé sur ces premières années Alors, moi j'ai passé le concours à Versailles, donc dans les Yvelines. J'ai passé le concours une année où il manquait déjà d'enseignants dans cette académie. Donc, une fois le concours passé, nous avons été directement envoyés dans des classes sans formation. Et après les vacances de la Toussaint, j'ai directement enseigné. Voilà, 1 an et demi après, dans une classe. Sans formation, rien du tout. Je partais avec la fleur au fusil, plein de bonnes idées, donc ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Et j'ai commencé à enseigner à Conflans-Sainte-Honorine en maternelle, une section de maternelle, où j'ai découvert la peinture avec des enfants, le collage et la cuisine crotte de nez. C'était un bon exercice pour voir comment fonctionnait une classe. Voilà. Ok, super. Là, tu arrives dans cette classe de moyenne section. Oui. C'est ton premier jour. Oui. Comment tu te sens ? Est-ce que tu te souviens un petit peu des émotions je me sens le jour J ? seule, mais en même temps, je me sens accompagnée parce qu'il y a dans toutes les classes de maternelle une ATSEM. D'accord. Une dame qui accompagne l'enseignant, qui prépare le matériel, etc. et qui anime des ateliers en même temps que l'enseignant dans la classe avec les élèves. Et c'était une dame d'expérience et en fait, c'est elle qui m'a guidée. Voilà. Dans cette classe, j'ai eu la joie de découvrir ce que c'est que de travailler avec des enfants atypiques, puisque j'avais dans la classe un petit garçon qui s'appelait Thomas et qui était trisomique. C'est pas la classe rêvée et idéale que tu imagines, qu'il y a des
paramètres humains à prendre en considération. Ouais. Voilà. Et donc Thomas était formidable, très affectueux, voilà. Et puis le rythme de la maternelle n'est pas le rythme de l'élémentaire, donc voilà, c'est plus décontracté. T'es mis dans le grand bain tout de suite, Tout de suite, avec du coup un enfant trisomique aussi. oui, Est-ce que du coup, tout de suite, t'as eu ce feeling un petit peu avec les enfants, t'as réussi à les gérer en fait, tout simplement? réussir à les gérer sans aucun problème, aucun problème. Et puis, ce que j'ai découvert et ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est la nécessité d'affection dont ont besoin ces jeunes enfants. Et heureusement que j'étais disposée à donner de cette affection parce que bon, voilà, maternelle, on est la seconde maman. Ouais, c'est ça, parce que du Ouais. coup, c'est quand même des petits bouts de chou, et tu fais beaucoup office de maman, et C'est j'imagine ça, surtout de maman. Et à puis tu l'époque, éduques sur le langage, les règles à respecter, apprendre le partage. Enfin bon, voilà. La façon d'être. La façon d'être, le ok. rapport aux autres. Cette rentrée, c'était plus un petit peu du feeling avec les enfants dans un Tout à premier fait, temps. tout à fait. Ok. Et après Conflans, eh ben, j'ai vu d'autres choses. Je suis allée à Sartrouville, dans la Cité des Indes. Ok, j'ai l'impression que c'est assez commun ça de commencer dans des Voilà. cités un peu chaudes. Voilà. Donc j'ai fait un remplacement très très court à Sartrouville. La première matinée, je suis arrivée avec 15 minutes de retard parce que je recevais mes ordres de mission tôt le matin, mais avec les transports en commun venant de Paris. Parce que attends, comment ça se passe là du coup? Là, c'est dans Alors, tes premières années. la première année, on m'a mise comme remplaçante. D'accord. Donc, j'ai fait ce remplacement à Conflans-Sainte-Honorine. Ce remplacement terminé, on m'a envoyé à Sartrouville, à la Cité D'accord. des Indes, où j'ai fait un Ok. très, très court remplacement. Après, j'ai fini l'année scolaire à Trappes. Voilà. Donc, Ok. première matinée à Sartrouville, les élèves étaient assis, je rentre dans la classe, je cherche l'emploi du temps de l'enseignante que je remplaçais et je vois éducation civique. Bon, mais je dis aux élèves, on va faire de l'éducation civique. Parce qu'attends, juste pour se remettre dans le contexte, c'était quel niveau? CM2. CM2. Ah oui, ah ouais, donc tu passes quand même De la maternelle au CM2. Ok, Voilà. grand écart. Une classe de 25-26 élèves, standard, quoi. Et je leur dis, on va donc faire éducation civique. Et puis là, j'ai un grand gaillard. Non, j'avais pas vu qu'il était grand. Un gaillard au fond de la salle qui lève la main et qui me fait, dom, on peut pas aller jouer au basket. Là, le gars se lève. Il avait une tête de plus que moi. Entendu. On va commencer par du basket. Voilà. Donc, on a descendu l'escalier. On est allé dans la cour de l'école. On a joué au basket pendant 1h15. C'était très bien. J'ai pas voulu les contrarier dès le début. Bon, puis au final, ça s'est passé correct. C'est vraiment de l'adaptation. Voilà. Et après, j'ai basculé à Trappes. Là, j'y suis restée de longs mois, donc jusqu'à la fin de l'année, dans une cité, en CE1, avec une vingtaine d'élèves dans la classe. Et donc là, j'ai découvert ce que c'était que d'enseigner. Bon, déjà d'avoir des parents qui ne sont pas francophones. Il y avait quand même un médiateur, un interprète, mais bon, compliqué. Et le souvenir que j'ai de cette classe, c'est qu'en voyage de fin d'année, nous avions visité le château de Versailles. Et nous sommes arrivés en bus devant le château de Versailles et en apercevant les grilles dorées du château de Versailles, il y a un petit de ma classe qui me dit, maîtresse, c'est de l'or. Alors j'ai dit, c'est de la peinture dorée. On pourra en ramener un peu. Voilà les souvenirs que j'ai. C'est trop mignon. Et après, une petite fille qui m'a beaucoup marquée, une splendide petite fille, qui, elle, disjonctait tous les samedis matins, on avait cours le samedi matin à l'époque, et qui refusait de rentrer en classe après la dernière récréation. Elle se couchait par terre en travers de la porte de la classe et elle s'accrochait au chambranle de la porte, refusait de rentrer. Et j'ai fini par comprendre au bout de quelques semaines que en fait les week-ends ça se passait très très mal chez elle et que souvent elle était battue. T'es quand même confrontée à des choses Voilà. auxquelles on te prépare. Alors, déjà, toi, t'as pas forcément été préparée dès le début. Une fois le concours passé, hop, on te met en condition. Donc, en fait, t'es obligé de te faire un petit peu toi-même. Est-ce que c'est des choses auxquelles tu t'étais préparée, en tout cas, Non, mentalement, ou c'était vraiment... Pas préparée. Non, moi j'avais cette espèce de virginité par rapport à l'enseignement et comme je te l'ai dit tout à l'heure, je partais la fleur au fusil. On allait bien voir comment ça se passait. Heureusement qu'il y avait une équipe enseignante très soudée, avec des enseignants qui avaient fait le choix de rester dans ce type d'école parce qu'ils trouvaient qu'il y avait une réelle utilité et qui étaient d'extrêmement bons conseils.
Pas de sentiment de solitude, d'abandon, parce qu'il y avait une équipe qui fonctionnait Ouais. ensemble. C'est vraiment l'équipe pédagogique sur le Tout à fait. terrain, si je peux Tout dire, à fait. qui t'a aidé à gérer tout ça. Et comment tu réagis, toi, t'as 20 ans, t'arrives, t'es confronté à ce genre de choses. Comment vous gérez, en fait, ce genre de problématique? Alors, déjà, tu en réfères au directeur ou à la directrice de OK. l'école, d'une part, et ensuite, tu as des procédures qui s'appellent des IP, informations préoccupantes, voilà, entre autres. Et puis là, après, il y a une saisine D'accord. du juge, etc., etc. Mais Ouais. ça, c'est vraiment la phase ultime. Parce que sinon, oui, en fait, vous avez aussi un petit côté un peu psy, où potentiellement tu peux essayer de la faire parler. Tu es obligé de t'adapter et d'avoir une position de psychologue, même si tu ne l'es pas, parce que là, c'était un cas particulier, cette petite fille mais pour des situations même moins critiques, Mmh. tu es obligé de fouiller, pas de fouiller, tu es obligé d'aider l'enfant à libérer la parole. Voilà. Comment toi, en tant qu'institutrice, t'arrives déjà à déceler ça? Tu as des signes physiques, par exemple, l'enfant vers lequel tu te retournes et tu te penches au-dessus de lui brutalement et qui se met en position défensive en levant les bras, ça c'est un indice. Ouais. Après, le second indice, bon, ça s'est passé plus tard dans ma carrière, justement, quand je suis arrivée en Gironde, ce sont des traces physiques. Voilà, des traces physiques. Et puis, tu as l'enfant qui, dans les jeux de cours, va imiter ce qu'il vit à la maison. Ça peut être aussi... C'est au fur et à mesure de ta carrière que tu arrives à être de plus en Tout plus à fait, attentive à tout toutes à fait. ces Tous les indices. indications. Mais si tu veux, après toute cette période, dans des coins un peu difficiles d'enseignement, Mmh. je suis partie sur Versailles. Passe. Un milieu Comment ça s'est passé à Versailles? différent. Très bien, mais j'ai trouvé ça moins intéressant. Voilà, parce que là, tu es vraiment dans du pédagogique, pédagogique, pédagogique. Voilà. Et en fonction de mon caractère, j'aime le côté social. Ouais. Voilà. Mais ça, c'est vrai que du coup, ce qui est bien aussi dans ce métier-là, tu as tout un panel de compétences et d'appétences à développer plus ou moins. Évidemment, tu as la partie enseignement parce que on est quand C'est même le là cœur pour du ça, métier. exactement. Mais j'imagine que oui, en fonction des niveaux déjà et des problématiques que tu rencontres, finalement, la palette du métier est assez large. Et là, bah, du coup, c'est bien ce que tu... Elle est très large, cette Mmh. palette dans le métier, et c'est ce qui perturbe beaucoup les jeunes collègues qui Mmh. débutent dans l'enseignement, Ouais. où ils arrivent bardés de pédagogie, de grands principes, et quand ils se rendent compte que avant de faire de la pédagogie, Faut gérer. faut apprendre à gérer une classe où maintenant on a beaucoup d'enfants dyslexiques, dysorthographiques, dyspraxiques, des TDAH, des Mmh. enfants avec des troubles du comportement importants. Ils sont perturbés. Voilà. Et j'ai même une jeune collègue qui a quitté l'enseignement à cause de ça. Ah, parce que du coup, elle avait du mal à gérer Elle ne le groupe voyait pas classe. le métier tel qu'il est dans la réalité. Pour elle, c'était enseigner, transmettre. Quand elle s'est rendue compte qu'avant de enseigner et transmettre, il faut gérer, faut pallier aux difficultés, adapter tout ton travail. Ouais. C'était une somme de tâches qui lui a paru insurmontable. Ouais, bah, j'imagine que ça doit être un peu frustrant quand tu arrives avec plein de belles idées et finalement... Tout à fait. Donc ça, c'était un petit peu tes débuts, tes premières années. Est-ce que justement, toi, tu as déjà eu confrontation avec des élèves et toi, comment tu arrives à gérer un petit peu le conflit? Tu parlais du petit garçon qui t'avait dit « Ah non, moi, j'ai pas envie de faire ça ». Est-ce que tu as appris à développer peut-être une autorité que t'avais pas avant Alors, l'autorité, je pense qu'elle était là. Voilà. L'avantage que j'ai, c'est que ça fait pratiquement 30 ans que je suis dans la même école. Réputation, elle se fait d'année en année. Donc oui, attends, petite pause, on revient en arrière rapidement. Du coup, t'es à Versailles, t'es resté combien de temps à Versailles? Une année à Versailles et ensuite l'année suivante, j'ai basculé en Gironde. Voilà, pour rapprochement de conjoint. Début de la carrière, j'ai fait une année à Senon en banlieue bordelaise et ensuite je me suis retrouvée dans le nord de la Gironde, dans le Blayais, dans un village de 800 habitants. Première visite a été, je me suis dit, je suis tombée chez les fous. Village désertique un mercredi après-midi, écrasé par le soleil. Et la seule personne que j'ai vue, c'est un petit garçon tout nu, debout dans une bassine sur le trottoir du village. Je me suis dit, mais où suis-je? Donc j'ai amorcé cette année dans ce petit village de Gironde en me disant, mon Dieu, le grand écart entre Versailles et le Blayais. Et puis au final, des enfants
adorable, pas développé intellectuellement, voilà. J'ai commencé avec du CP-CE1, voilà, en élémentaire. Des collègues qui en avaient sous l'accélérateur et puis une très très bonne ambiance entre collègues et des parents d'élèves adorables qui, bien qu'étant pour la majorité des ouvriers viticoles, avaient un respect inné de l'école. Donc des conditions d'enseignement idéales, mais qui se sont dégradées au cours des 30 années passées pour diverses raisons. Ok, t'as vu l'évolution, toi, Oui, oui, oui. directement. Au niveau des parents, au niveau des enfants, ensuite au niveau de l'exercice du métier où l'enseignant croule progressivement sous des tâches administratives qui en rajoutent, tâches administratives qu'il faut surtout faire pour se couvrir. Voilà, que rien ne puisse être reproché. Ok, voilà. Ok, je vois très bien. Du coup, pour revenir un petit peu à la question initiale, t'as déjà eu du coup des sortes de j'imagine des conflits ou des confrontations Alors, les gros conflits que j'ai eu à gérer, j'en ai eu un justement en début de carrière avec un enfant de CP-CE1 qui était d'une extrême violence. Physiquement ou verbalement? Physiquement. Alors, violent envers lui-même, envers ses pairs et, s'il le fallait, envers l'enseignant. Donc, un trouble psychiatrique. Mais les parents ont fait le nécessaire pour qu'un accompagnement soit mis en place. D'accord. Voilà. Et le gros conflit, la grosse difficulté que j'ai eu à gérer, elle date de cette année. Et là, cette année, j'avais un CP, CE1, CE2, puisqu'on a une baisse d'effectifs qui fait qu'on a une classe qui est fermée. Donc, on n'est plus qu'à 3 classes avec des triples niveaux. C'est la ruralité comme ça. Et donc, cette année, le fameux petit Noah, que j'avais déjà eu en CP, pour lequel on avait déjà eu des alertes en maternelle parce qu'il faisait des dessins gore. On a conservé son dessin, un dessin de Peppa Pig, version gore, avec du sang partout, des tronçonneux, Peppa Pig démembrée. On a commencé par ça en maternelle, la maman avait été convoquée, elle a dit que oui, elle ne gérait pas trop la tablette, que là, elle allait un peu faire attention, etc., etc. CP, j'avais eu de grosses alertes avec lui par rapport à des colères, notamment lorsqu'il y avait un jour par semaine où je n'étais pas en classe puisque je m'occupais de la direction de l'école, et lorsque c'est ma collègue qui avait la classe le lundi, ça partait, c'était explosif. Et il fallait donc que je le prenne dans ma classe, dans mon bureau, pour le calmer. Parce qu'il te connaissait bien, parce qu'il me connaissait, il savait que c'était cadré, que c'était les règles étaient les règles. Et cette année, à partir du mois de janvier, les crises ont été crescendo. D'accord. C'est-à-dire qu'au mois de janvier, on était à 1 crise par semaine, puis progressivement, on est passé à 2 crises par semaine, puis on est passé à 1 crise quotidienne, à 2 crises quotidiennes, pour finir avec une classe, avec un protocole crise mis en place. À chaque fois que ces crises se déclenchaient, appel au talkie-walkie, ma collègue sort ses élèves dans la cour. Ah, c'est la police, là. J'évacuais mes élèves et il fallait que je laisse la crise se passer. Et la crise était finie quand il avait mis à sac toute la classe, avait envoyé des objets dans ma direction, qu'il avait fini de m'insulter, qu'il avait fini de me taper, de me griffer. Donc, au bout d'un moment, n'y tenant plus, moi, physiquement et moralement, j'avais baisse de tension, je suis tombée à 9 de tension, voilà. Tu vous aguez tout le temps de quand est-ce que ça Le protocole crise ne fonctionnant plus, j'en ai référé à ma hiérarchie qui m'a dit maintenant on appelle le 15 et on fait ce qu'on appelle une équipe éducative, c'est-à-dire qu'on réunit tous les intervenants auprès de l'enfant qui était suivi par une orthophoniste, les parents, etc., etc. Il y a eu une telle crise. Un jour, j'ai appelé en l'espace de 2 heures, 2 fois le 15, référé immédiatement. Mais les crises ne se passaient pas qu'avec moi. Ça se passait dans la cour de récréation, ça se passait avec personnel, les agents communaux, ça se passait avec mon remplaçant quand j'assurais la direction. Donc, une crise ultime qui a fait que la maman a immédiatement pris
Rendez-vous aux urgences pédopsychiatriques de l'hôpital de Libourne. D'accord. Et le pédopsychiatre qui a reçu l'enfant a tout de suite vu qu'il y avait une grosse problématique. Il lui a fait une prise de sang, il lui a fait un électrocardiogramme et il l'a tout de suite médiqué. Un dosage à respecter. Voilà. Oui. Et la maman a dit, bon, il reviendra pas à l'école pendant les vacances de Pâques, il reviendra à l'école après les vacances de Pâques. Faux, elle avait personne pour le garder. Donc 24 heures après, il était de retour en classe. Avec ses médicaments, du coup. Avec les médicaments. Okay. Mais elle n'a pas respecté la médication. Donc au bout d'une heure d'école, c'était reparti. Mais non, mais c'est pas vrai. Voilà. Donc j'ai de nouveau appelé ma hiérarchie, j'ai de nouveau appelé la mère, j'ai de nouveau appelé le 15. Elle a récupéré son enfant et là elle m'a dit, je vais le changer d'école. Entendu, madame. Mais il faut pas le changer d'école, il faut juste écouter ce que le médecin dit et lui faire prendre les médicaments. Donc, avec tout ce que j'avais subi, ça doit être très, très, très long. J'ai dit, je ne lâche pas le morceau. Donc, j'ai insisté auprès de mon inspectrice pour qu'elle me mette en rapport. J'ai fait tout un rapport. Tout ce que j'avais noté quotidiennement, les rendez-vous avec les parents, les échanges avec l'orthophoniste, avec le psychologue. J'avais tout noté, j'avais monté un dossier béton. J'ai demandé à ce que ce dossier soit transféré dans l'école où il allait, école privée. La maman a cru que, comme il allait en école privée, on ne l'embêterait plus. L'inspectrice m'a suivie. Elle est rentrée en contact avec la directrice de l'école privée, expliqué la situation, transféré le dossier. Donc maintenant, la balle est dans leur camp. Je plains mes petits élèves qui ont subi ça pendant 6 semaines de manière intensive. Aussi. J'avais une petite fille qui pleurait, qui disait « Maîtresse, elle s'est fait taper ». Enfin bon, ce sont les autres enfants, même des garçons qui jouent les gros costauds dans la cour, qui avaient besoin de libérer la parole. Donc ils allaient libérer la parole auprès de ma collègue qui était dans la cour de récréation et qui surveillait pendant que Noah finissait ses crises, en me disant « C'est pas normal, maîtresse, il faut pas qu'on la tape ». Et moi, je n'attendais qu'une chose, c'est que les parents d'élèves se plaignent. Bien sûr, ouais. Les parents ont laissé gérer. Ils ont pensé qu'il valait mieux laisser gérer l'enseignante avec la hiérarchie. Mais c'est vrai que c'est fou parce que dans ces cas-là, tu te dis effectivement, vu que c'est hors cadre familial, techniquement, à qui, enfin pas à qui la faute, mais finalement qui est responsable de ce petit garçon. Et évidemment, c'est les parents initialement. Mon rôle était d'alerter. Ouais, bien sûr. Voilà. Et c'est là où j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, qu'administrativement, il faut être très sérieux. Moi, j'avais un dossier tellement béton, si tu veux, que l'inspectrice m'a remercié en disant « Ok, on voit bien tout ce que vous avez fait. Si tu veux, moi, je me suis couverte en regardant bien. On a un site qui s'appelle Cap École Inclusive. C'est pour accueillir des enfants atypiques. Sur ce site, tu as une documentation qui t'explique quelles sont les positions que tu dois adopter par l'enfant, ce que tu peux mettre en place pour l'accompagner. Donc, le petit Noah, par exemple, il avait une tente de décompression en classe. S'il sentait que ça montait, il fallait que je lui propose d'aller dans la tente de décompression. Quand je sentais que la tâche scolaire devenait trop ardue, je lui proposais d'aller jouer aux petites voitures. Voilà. Donc, quand j'ai eu épuisé toutes les ressources, il a bien fallu que j'en réfère à mon conseiller pédagogique, à mon inspectrice, parce que je ne pouvais plus rien faire, à part déclencher le protocole crise, faire sortir mes élèves, me faire insulter, me faire taper. Et alors, il y a eu un moment, quand il a eu une grosse crise, il changeait de voix. Il avait une espèce de voix d'outre-tombe. Et une fois la crise passée, j'arrivais à calmer la crise. Quand je voyais que la crise redescendait, les mots magiques, c'était « Tu veux un verre d'eau sucrée ?» Et là, s'il me répondait oui, je savais que la crise était finie. Donc, il prenait son verre d'eau sucrée, il s'en délectait. Et puis, je lui disais « Noah, est-ce qu'on te parle dans ta tête ?» Et il me disait « Une fois. » Comment ça, une fois? Oui, une fois, j'ai cru qu'on me parlait dans ma tête. Ouais, donc là, tu bon, mais une fois. Oui. Voilà. Est-ce qu'il a dit oui, il a inventé? Je n'en sais rien. Ouais, peut-être. Mais c'était quand même bon. Ouais, parce que comme tu dis, c'est limite des doublements de personnalité. Enfin là. Oui, c'était ça. Et puis il avait besoin d'aller au bout de sa crise pour que la crise redescende. Enfin, quand t'as ça 2 fois dans la matinée, c'est épuisant. Ah mais j'imagine. Épuisant. Surtout, tu peux pas avancer du tout. Dans ton programme, non, dans ce que tu as prévu. C'est ce que j'ai signalé à mon inspectrice. J'ai dit du point de vue pédagogique, j'ai 6 semaines de retard. C'est énorme. Donc voilà, ça c'était assez étrange en fin de carrière.
Heureusement que c'est tombé sur moi qui ai de l'expérience, des connaissances un peu plus supplémentaires. Voilà, j'ai des ressources, je savais où chercher les ressources. Puis, heureusement que c'est pas tombé sur une jeune qui débute. Elle aurait été en arrêt maladie très vite. Bah ouais, t'es démunie. Et parce que du coup, toi, c'est ce que tu disais, donc là, t'es aussi directrice de ton école. Oui, parce que personne ne veut de poste de direction. Tu n'as aucun jour dans la semaine, on n'est plus que 3 classes. Tu n'as aucun jour où tu es au bureau pour faire tout ce qui est important, les élections des représentants de parents d'élèves, toute la gestion administrative des dossiers, les équipes éducatives avec les parents, etc. Tu n'as plus de jour, donc tu fais ça le soir après l'école, le mercredi, le samedi et le dimanche. Pour la modique somme de 200 € par mois. Personne ne veut. Et tu as une telle responsabilité que, voilà. Après, tu as des enseignants qui kiffent la direction, mais qui sont plus en classe. En fait, normalement, t'as du coup le professeur, quand il y a une problématique avec un élève, normalement, il réfère d'abord au directeur d'école et ensuite à l'inspection. Alors, c'est le directeur qui met en route tout un protocole et si jamais ça n'aboutit pas, le directeur peut même faire une information préoccupante, déclencher une information préoccupante. Et puis là, pour le coup, c'est quand ça devient urgent comme ça. En fait, t'as pas le temps de... Alors, l'éducation nationale fonctionne très bien, que nous, on a ce que l'on appelle un pôle ressources, qui se réunit une fois toutes les 8 semaines, et qui est la structure que tu dois contacter en cas d'urgence. Tu as les psychologues scolaires, les conseillers pédagogiques, l'inspectrice, etc. Mais enfin, l'urgence, quand ils se réunissent une fois toutes les 8 semaines, en gros, t'es assez démuni pour gérer des crises comme ça, ultimes. Après avoir traversé tout ça, justement, est-ce que tu en ressors grandi, renforcé, ou tu dis, ok, je suis super fière justement d'avoir réussi à gérer tout ça relativement... Alors, la seule chose que je peux te dire, Valentine, c'est que ça me laisse une trace psychologique. Je n'avais jamais connu ça. Là, au mois de septembre, je bascule en maternelle. Heureusement que je bascule parce que déjà, je ne serai plus dans les mêmes bâtiments. Je ne suis plus dans la classe où les élèves et moi-même avons subi ce traumatisme. Et s'il faisait des crises comme ça aussi régulièrement, tous les jours, il en faisait forcément chez lui. Pas du tout. Pas au centre de loisirs, pas au foot, non. Il y a une problématique liée à l'école, l'enjeu de l'école, les exigences de l'école, voilà. Une grosse année du coup. Sacrée expérience. Personnellement, je me suis beaucoup interrogée je me suis souvent, notamment à la fin, posé cette question. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Qu'est-ce que je n'ai pas fait que j'aurais pu faire? Je me suis remise en question et heureusement, j'ai eu mes supérieurs hiérarchiques, le conseiller pédagogique et l'inspectrice qui m'ont dit, vous arrêtez de vous poser ces questions-là. Vous êtes allé au-delà de ce que vous deviez faire. Et heureusement que j'ai entendu ces mots-là de leur bouche pour que ça m'arrête et que ça me dise, voilà, tu peux pas culpabiliser, voilà. Oui, parce qu'en plus, surtout si tu te dis, c'est vrai qu'il fait des crises qu'à l'école, forcément, tu te remets en question. Mais bien sûr. Forcément. Bien sûr. Mais alors après, il faisait des crises à l'école, mais ce qui me permettait de relativiser, c'est qu'il faisait des crises pendant la pause méridienne. Il a fait des crises en présence de mon remplaçant. Enfin bon, voilà. Oui, c'était pas relié à toi. C'est pas lié à moi. Mais je pense qu'il y a tellement de paramètres en jeu que... Et je suis persuadée d'une chose. Il a quitté l'école, il est allé dans une nouvelle école. Je pense que la fin d'année scolaire s'est extrêmement bien passée dans sa nouvelle école et je suis contente. J'attends le mois de janvier 2025 parce que je suis prête à parier que c'est à ce moment-là que ça va se redéclencher. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je l'ai eu en CP, les premières crises sont arrivées en janvier. Quand je l'ai eu en CE1, ça s'est redéclenché en janvier. Alors je pense c'est un petit garçon qui est pas à l'aise à l'école. Il a fait un gros trimestre. Noël est passé. La carotte du cadeau de Noël est passée. Il y a plus d'objectifs positifs pour lui. Je pense que c'est là où ça va rebasculer. Ah, c'est dingue. Donc, il t'a fait ça deux années de suite. Et de septembre à janvier, rien du tout. Rien. Voilà. Pour partir sur une note un peu plus positive. Est-ce qu'à contrario, t'as un souvenir dont tu te rappelles? Ah oui, mais d'une manière générale. Alors, c'est pas tellement l'apport pédagogique que j'ai avec les élèves qui me rend fière. C'est plus au contraire, comme je suis dans un milieu rural, tout l'apport culturel que je peux leur apporter. Ça, c'est formidable. Après, il y a 2 choses dont je suis très, 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 très fière. J'ai eu, alors, la première, une petite fille, toute une famille qui débarquait du Nord, des ch'tis. Voilà. Des gens simples, des gens modestes. Et j'ai eu dans ma classe Maëlys, en CP. Alors, Maëlys,
CP, il y avait rien d'installé. Même pas les lettres de l'alphabet. J'ai fait pétard, mais d'où je pars? Voilà. Année de CP, j'avais réussi à installer mais très peu de choses. Et elle a continué dans ma classe en CE1. Et là, miracle. Au bout du CE1, j'avais réussi à installer ce qu'on appelle de la combinatoire, c'est-à-dire associer une consonne et une voyelle et voir que ça faisait une syllabe. Yes! Je me suis dit, c'est bon. Enfin, CE1, hein, quand même. Voilà, mais j'étais fière. Grosse victoire. Et puis une famille, bon, la mère un peu brute de décoffrage. Et le souvenir que je garde de Maëlys, ça m'a fait trop rire. Un jour, à la récréation, elle vient me voir et puis elle me dit, maîtresse, maman, elle fait comme toi, elle donne des cours. Alors je regarde Maëlys, puis je lui dis, maman donne des cours, mais dis-moi, de quoi elle donne des cours, Maëlys? Maman, elle donne des cours de danse sexy. Je me suis imaginé pole dance, puis j'ai regardé Maëlys et je lui ai dit, eh ben, maman et moi, on est copines de métier. C'est adorable. C'est beaucoup aussi. trop mignon. Voilà. Ce qui fait que j'aime mon métier, c'est aussi voir les enfants s'épanouir. Tu as des petits enfants qui arrivent en CP qui sont hyper stressés parce que on leur colle la pression. Tu les apprends à relativiser, tu montres ce qu'ils savent faire déjà. Enfin voilà. Puis c'est vrai que c'est magique le CP quand en janvier ils lisent quoi. C'est pas un par un, c'est au global quoi. Au global. Ça c'est encore très plus, positif. Voilà. Du coup, aujourd'hui t'en es où toi dans ta carrière? Ma carrière, j'en ai encore pas mal à faire, 8, 9, 10 ans. En ayant commencé tard, tu sais, à 24 ans, calcul. 24 ans, Maintenant, c'est tard, d'accord. ouais. Voilà. Donc, dans ma carrière, je veux préparer ce qu'on appelle la liste d'aptitudes pour être officiellement directeur ou directrice d'école, pour me garder une porte de secours si jamais je me sens moins efficace auprès des enfants. Et si je n'ai pas tous les matins le sourire en allant en classe en me disant tiens, je suis contente d'aller retrouver, aujourd'hui on va essayer de passer ça, si dans quelques années j'ai plus ça, il me faut une porte de sortie et je basculerai sur une direction sur une école plus importante. Voilà. Ok, super intéressant. Et je suis très contente à 57 ans de basculer vers de la maternelle que j'ai connue en début de carrière parce que ça m'oblige de nouveau à réapprendre des choses, me repositionner autrement en termes d'enseignement. Pour ma part, quand tu fais trop longtemps la même classe, le même niveau, il y a une espèce de routine, de lassitude, voilà. Pour le petit mot de la fin, si là tu te revoyais jeune enseignante, qu'est-ce que tu te dirais? Est-ce que tu aurais un conseil à te donner justement en ce début de carrière? Alors, tu imagines que je suis vraiment en train d'enseigner. Je me dirais, garde de la fraîcheur chaque fois que tu commences une année scolaire avec des enfants parce qu'il est important de voir que tu travailles sur de l'humain. Et la deuxième chose que je me dirais, c'est garde de la distance affective. Très important ça aussi. Très important. Ne pas s'approprier le malheur des autres, de certains enfants. Tout ce que tu dis là, enfin moi ça me fait tout de suite penser à la partie médicale en fait. Et c'est un peu les mêmes enseignements aussi, c'est pareil, tu dois garder une certaine distance affective, oui et non. Évidemment, mais je pense que sinon tu portes vraiment tout le malheur du monde sur tes épaules et tu ne peux plus avancer. Ouais. Et très vrai aussi ce que tu disais sur la partie fraîcheur, c'est que pareil, je pense que le moment où t'es blasé, c'est compliqué. C'est pas bon pour les enfants. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Bénédicte. Enseigner en zone rurale, c'est plonger dans une réalité à la fois profondément humaine et dure. Avec Bénédicte, nous avons vu l'envers du décor. Une maîtresse qui, année après année, voit les mêmes élèves grandir sous ses yeux. Mais dans cet environnement isolé, c'est aussi le manque de soutien qui peut peser. Quand on est seul à gérer plusieurs niveaux ou qu'il y a conflit avec un élève, l'épuisement guette et l'administration n'est pas toujours là pour soulager la pression. Pourtant, malgré ces défis, la fierté de voir ses enfants progresser et y arriver, de jouer un rôle clé dans leur développement et leur raison d'être. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner, laisser une note et à me retrouver également sur Instagram pour découvrir un aperçu des prochains épisodes. À très vite!